La Panthère des Neiges, ça aurait pu être votre surnom. Bonsoir Elisabeth, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes alpiniste, vous avez gravi en 2018, en janvier 2018, le Nanga Parbat dans l'Himalaya. Votre compagnon de cordée, le Polonais Tomasz Makiewicz, a perdu la vie dans un récit poignant. Vivre, Elisabeth Revol, vous racontez cette histoire, ce drame, le sentiment de culpabilité aussi. C'est aux éditions Artaud. Déjà en expédition, vous remplissiez des carnets en fait, vous mettiez des mots sur vos aventures au plus haut sommet, ce que vous ressentiez pour décrire vos aventures. Écrire ce livre, ça a été pour vous une thérapie? Oui, complètement. Ça a permis de poser les mots et de me détacher de cette histoire qui était traumatique pour moi. Et le fait d'écrire, on est un petit peu extérieur finalement à cette histoire et on la regarde du dessus. Et on n'est plus complètement à l'intérieur, à être dans des émotions qui sont débordantes, à ne plus pouvoir y faire face. Et le fait de poser ces choses, de les écrire, ça permet de se soulager et de passer à autre chose. Et vous racontez notamment qu'après cette journée dramatique, vous en vouliez à la terre entière. Pourquoi? Complètement. Parce que je revenais traumatisée, parce que je revenais blessée physiquement, moralement. Et à partir du moment où on a survécu en fait, à ce drame, c'est le sentiment de culpabilité, c'est la culpabilité du survivant tout simplement. Et à partir de ce moment-là, la première étape du deuil, c'est la colère et la colère envers tout le monde. Tiens, peut-être quelques mots avant d'oublier sur le Nanga Parbat dans l'Himalaya au Pakistan. En quoi est-il redoutable? C'est pas une montagne qui est redoutable, c'est une montagne qui est compliquée parce que c'est la première montagne qui récupère les perturbations d'Inde. Donc c'est une montagne qui est beaucoup plus exposée au vent, aux chutes de neige et aux températures qui sont assez négatives en hiver. Ouais. On ne va pas ressasser les mauvais souvenirs, mais que s'est-il passé au juste? Vous évoquez notamment une série d'erreurs qui aboutit au drame, notamment le froid. Il vous dit d'ailleurs, votre compagnon de cordée, Tomasz Makiewicz, j'ai froid. Oui, complètement. Ça a été une accumulation en fait de petits détails qui arrivent en fait au drame. Mais après tous ces petits détails, on les analyse et on se dit si on avait écouté toutes ces petites erreurs, toutes ces petites choses, on ne serait pas allé au drame. Alors aujourd'hui, vous allez beaucoup mieux, vous êtes plus positif, vous avez un autre regard sur ce qui s'est passé. Vous dites avoir été longtemps rongé par la culpabilité. Comment est-ce que vous avez surmonté tout cela? Ça a été différentes étapes, ça a été beaucoup d'aide extérieure, beaucoup de soutien de ma famille, de mes proches, de psychologues qui ont posé les mots en fait sur des choses qui étaient trop difficiles pour moi à accepter. Et ça a permis de petit à petit faire la part des choses et de me détacher de toute cette culpabilité et de tout ce conditionnel en fait qui me rongeait de l'intérieur. Alors vous l'avez dit, vous avez eu des séquelles physiques hein, avec notamment des graves gelures à la main, aux pieds. Et pourtant, vous avez regrimpé depuis, racontez-nous. Oui, après je vais beaucoup mieux, j'ai repris mon entraînement comme avant et après oui, je suis repartie sur l'Everest au printemps dernier, Au mois de mai. au mois de mai et ça a été la fin de ma thérapie où j'avais besoin de retourner simplement en montagne, de me sentir vivre en fait de nouveau. À quoi avez-vous pensé une fois tout là-haut? À plein de choses. J'étais avec Tomek, j'étais avec beaucoup de monde qui m'ont aidée, j'étais submergée par tout un tas d'émotions aussi sur les récits de mon enfance, sur ce parcours, sur cette arête. Il y a eu énormément d'émotions qui ont été semées là-haut et beaucoup de pensées. Alors, vous dites que pour vous, c'est une passion, que vous ne pouvez pas vous en passer. Est-ce que vous diriez que c'est une addiction, l'alpinisme? C'est ce que j'ai marqué dans mon livre à un moment donné, parce que à un moment donné, je me suis dit, mais si je repars pas, quel est le sens de ma vie? Et il fallait que je reparte à ce moment-là. Donc à partir du moment où on se dit, on peut pas s'arrêter et on peut pas dire stop à un départ, oui, c'était réellement une addiction. Alors que vos proches, eux, étaient très inquiets? Ben, mes proches, ils voulaient pas que je reparte, forcément, parce qu'avec le drame qu'ils avaient vécu de l'autre côté de la Seine, c'était terrible pour eux. Mais après, ils ont compris que cet appel, il était là et que ma reconstruction, elle passait forcément par l'Everest et par un autre type d'expérience qui était beaucoup moins engagée que sur le Nanga Parbat, mais qui repassait par les hauteurs et les altitudes. Ouais. Il y a aussi quand même la question des réseaux sociaux, s'agissant de votre expérience, comme aujourd'hui d'ailleurs tous les pans de notre société. Quel est votre regard par rapport à cela? Ça va très vite, ça commente, ça... Oui, sur les réseaux sociaux, c'est de l'instantanéité, c'est du commentaire par rapport à des nouvelles, par des prises de position de tout le monde. C'est des jugements, c'est des critiques et aussi c'est des très belles choses. Mais c'est sûr que sur les réseaux sociaux, ça passe très très vite et rapidement. Alors, il était aussi beaucoup question la semaine dernière d'alpinisme avec un homme, Nirmal Purja, qui a affirmé avoir gravi les 14 sommets les plus hauts du monde, plus de 8000 mètres tout de même. Que vous inspire cette prouesse si elle s'avère effectivement réalisée? Elle est réalisée dans tous les cas et c'est une prouesse qui est pour moi hors norme. Et il a réussi à mener de bout en bout son défi et ce qu'il a annoncé, il l'a fait jusqu'au bout et c'est exceptionnel. Et c'est exceptionnel aussi pour le peuple népalais, pour les Sherpas, qui s'affirment réellement à travers ce défi. Quelle est pour vous
la spécificité de ce sport, l'alpinisme? Il y a beaucoup de facettes en fait, il n'y a pas forcément une spécificité. Une belle forme, il y a beaucoup de facettes. Oui, c'est beaucoup de choses, des choses qui sont très dures en fait physiquement, de l'entraînement mental. Donc il y a de l'émotion, donc c'est vraiment un petit peu toutes les facettes de la vie, toutes les facettes du monde et toutes les facettes finalement du sport, avec le côté vraiment émotionnel sur ces sommets. Pour vous, le Graal, ce serait quoi justement ces 14 sommets par exemple, ou ce serait autre? Non, pas du tout. Moi, je suis pas dans la collection, pas dans les chiffres, tout simplement. On l'a pas dit d'ailleurs, le record, c'est qu'il l'a fait en 7 mois, alors qu'avant, c'était 7 ans. Hein. Oui, complètement. Non, je sais pas. Il y a beaucoup de sommets qui sont inspirants. Il y a beaucoup de sommets sur lesquels on a envie de semer de l'émotion, de les visiter. Moi, ce que j'ai vécu en Himalaya, sur chaque sommet, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel. Même dans les Andes, même dans les Alpes, en fait. Sur les montagnes en général, il y a beaucoup de choses à vivre. Et qu'est-ce que ça nécessite comme préparation? Une bonne préparation physique, une préparation mentale. Je pense que la base, c'est d'avoir l'envie en fait, de découvrir ce milieu et d'y aller. Mais après, c'est sûr que c'est des heures et des heures d'entraînement. Pourquoi vivre et pas revivre? Vous revivez, non? Vous vivez? Je vis, en fait. Comme je dis, ma vie s'est arrêtée au Nanga Parbat, mais elle est repartie et maintenant je suis dans la vie tout simplement, parce que c'est une expérience de vie finalement. Vivre aux éditions Artaud. Merci beaucoup Elisabeth Revol d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes sur TV5 Monde.